que comme si on avait un bureau à l'ordre, on devait avoir le maximum possible. Actuellement, nous sommes oubliés, nous sommes délaissés, parce que quand on traite un dossier, une province n'est pas représentée, les conséquences sont connues de tous. Mais parce que si, vous voyez, Transform qui est venu, qui est un encadreur ou un manager qui est dans l'équipe de Transform, qui est du Kasaï central. Non, ils ne sont pas là. Ils viennent, ils sollicitent la main experte de quelques-uns parce que nous sommes présents, mais beaucoup de choses se font ailleurs. Ils amènent leurs frères d'autres provinces, mais le Kasaï central est toujours abandonné et le pourcentage qui bénéficie est très moindre. Et je sais que nous avons fait ce qu'on pouvait. Je vous ai parlé de la présence de CICBNL, c'est-à-dire les systèmes comptables des entités à but non lucratif. On a mis cette comptabilité en vigueur en 2023. On doit présenter les états financiers des ONGD, des associations professionnelles, de toutes les églises, au plus tard le 30 avril, selon l'esprit de l'actuel ministre de la Justice. Si vous ne présentez pas ces états financiers, vous avez des conséquences. Moi, personnellement, j'ai fait du bruit. Jusqu'à présent, dans le Kasaï central, les comptables de la Caritas ont été formés par nous-mêmes. Nous avons fait une publicité pour ça. Les comptables de CIU ont été formés par nous. Le comptable de l'ONG, les Femmes Plus, ont été formés par nous. Ils sont bénéficiaires de brevets. Ils peuvent présenter les états financiers que nous allons certifier pour le 30 avril. Et dans ce domaine, les gens peut-être ont peur pour dire que si l'ONGD présentait ses états financiers, l'État va l'amender. Non, l'État veut connaître l'évolution économique des choses. On a pensé à cela parce que les ONGD génèrent beaucoup de ressources. Comme ils génèrent beaucoup de ressources, ils engagent une main d'œuvre importante, l'État doit être informé de cela. Et leurs bénéfices, les résultats de fin d'exercice ne sera jamais imposé. Sauf ils doivent déposer les états financiers pour informer l'État. Donc, à titre informatif, et personne n'a peur qu'il aura un impôt sur les bénéfices non plus. C'est très coûteux, les états financiers, la certification, ça coûte cher. La première chose, c'est former un comptable de la structure. Pour que ce comptable-là sache tenir la comptabilité de cette structure. Il y a des dons, il y a des legs, il y a des financements, il y a des fonctionnements, parce que les ONG contribuent beaucoup au développement. Ce n'est pas coûteux, messieurs journalistes. Quand ils viennent avec une comptabilité déjà bien tenue, nous allons discuter, ils vont payer un petit cachet d'honoraires pour le bureau et on certifie et c'est légal. Combien de temps ça prend? Un mois, une année pour avoir la certification? Pour avoir la certification des états financiers, si tous les éléments sont disponibles, les états financiers peuvent être certifiés dans moins de 24 heures. Mais quand on amène les éléments en désordre, qu'il faut d'abord réunir pour faire une bonne ossature et certifier, parce que quand on dit certifier, c'est prendre en charge. Prendre en charge, confirmer que ce que je certifie est correct. Mais je ne peux pas prendre en charge quelque chose pour laquelle je ne suis pas bien pénétré et connaître la faisabilité, comment on a respecté ça. Nous sommes les professionnels des chiffres, nous contrôlons les chiffres, nous voyons l'harmonie des chiffres, à ce moment on peut certifier. Donc si il y a un comptable formé qui amène sa comptabilité bien faite, dans moins de 24 heures, les états sont certifiés. Les chiffres, le coût, vous n'en parlez pas. Le coût, M. Francis, il y a un problème. Le coût dépend de la taille. Une ONGD peut venir, elle est financée à la taille de 2 millions de dollars. Elle est financée à la taille de 5 millions de dollars. L'autre est financée à la taille de 100 000 dollars. L'autre même 50 dollars. L'autre 20 000 dollars. Nous allons en termes de pourcentage sur cela. Or, le principe de pourcentage n'est même pas trop cher. Nous allons de 0,5% et nous nous arrêtons à 3%.
Donc c'est quelque chose de très simple. Monsieur le journaliste, ce dossier-là est très patent. Pour quelle raison? Quand on dit un crédit, un emprunt, vous avez un financement qu'on appelle onéreux. Vous devez rembourser avec intérêt durant une période. Quelques-uns qui nous ont contactés, nous leur avons dit, la taille de votre crédit que vous sollicitez doit dépendre de votre plan de trésorerie. Je m'explique, monsieur le journaliste. Quelqu'un a pris 10 000 dollars à rembourser dans 12 mois. Plus les intérêts, peut-être ça devient 12 000 dollars. Si on lui donne une échéance de 12 mois, ça veut dire chaque mois, il doit remettre combien? 1000 dollars. Comme c'était, parce que c'est un crédit échelonné sur la période. Comme il remet 1000 dollars à la fin de chaque mois, mais son plan de trésorerie prévoit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il a des activités, il a des loyers à payer, il a des travailleurs à payer, il a d'autres charges à payer. Il ajoute à ces charges-là l'intérêt sur emprunt. Est-ce que c'est qu'il gagne? J'ai fait avec un cas, il doit payer 1000 dollars à la fin de chaque mois, mais tous ses revenus annuels et mensuels s'arrêtent à 600 dollars. Tout ce qu'il peut produire au courant de l'année et du mois, 600 dollars. Dans les 600 dollars, il y a l'achat de marchandises, il y a les loyers à payer, il y a d'autres charges à supporter et il y a les 1000 dollars de la banque. Donc son plan de trésorerie est loin inférieur au montant de l'intérêt. Voilà la difficulté. Donc, notre contribution est d'étudier les états financiers de quelqu'un, connaître la hauteur de ses activités et lui demander de solliciter un crédit en fonction d'une taille donnée. La taille qui lui permet d'être crédible, d'être solvable à la fin de chaque mois. Mais quand il va prendre son crédit, il prend le crédit, une bonne partie, il va acheter une maison, une bonne partie, il paye les études des enfants, mais ce qui reste, il ne va pas produire pour être en mesure de rembourser. Là, il a des problèmes avec la banque. Donc, si quelqu'un est encadré dans ce sens, il n'aura aucun problème parce que ce soutien-là financier a beaucoup de l'intérêt. Ça vous aide à faire de grandes affaires. Mais comment gérer et rembourser, M. France? Mais ces banques, en principe, pourquoi ne recourent-elles pas à votre expertise comptable pour peut-être former les gens qui sollicitent des emprunts? C'est ce que je vous ai dit. La banque a son siège ailleurs. Là où se trouve le siège, c'est là où se trouve un bureau de l'ordre. On ne peut prendre quelqu'un pour venir juste contrôler que celui qui vient de cette province-là. Un directeur qui est de Bas-Congo, par exemple, il est de l'Est, qu'est-ce qu'il fait? Il amène, peut-être s'il a besoin d'un contrôle, d'un audit, carrément un comptable qui vient de là où il vient. Quand nous allons dans les ateliers, je rencontre beaucoup d'ennemis et beaucoup d'amis comptables, beaucoup de confrères qui me disent « Nous venons régulièrement à Kananga pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. » Il y a même un qui m'a dit « Je suis venu à Kananga par 2 fois, faire un audit chez Caritas, faire un audit chez Cadimex. » Et ils viennent parce qu'on les invite par de là où il y a des bureaux. Mais chez nous, on semble oublier parce qu'on croit que Kasaï Central n'a pas d'experts. Mais ce que nous avons fait comme problème, comme activité, ce que nous avons fait comme exploit, les organismes internationaux connaissent qu'il y a des experts au Kasaï Central. Mais le malheur, la porte d'entrée qui est bloquée parce qu'on n'a pas un bureau. Parce que là où ils viennent, ils dispatchent leur financement en fonction du bureau de l'ordre. Si on avait aussi un pourcentage dans ce dispatch, on dit tel nombre d'audits doivent tomber directement à Kananga. Parce que Kananga maintenant contrôle et Chikapa et Kananga, pas d'experts. Donc c'est ça le problème.